Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un texte que personne n'est censé ignorer et que les États sont censés appliquer. Je dis bien censés parce que dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Et les pays qui ont été à l'origine de ce texte ne sont pas toujours les plus exemplaires. C'est la naissance de la Déclaration des droits de l'homme qui est racontée par François de Smet et Thierry Bouard dans une bande dessinée. Nous allons les recevoir maintenant. Bonsoir François de Smet, bonsoir Thierry Bouard, bienvenue sur ce plateau. Vous n'êtes pas très tendre, hein, François de Smet, avec la Déclaration des droits de l'homme. Dans le livre, dans la BD, vous dites un texte dégoulinant de bonnes intentions. Ah, c'est la manière dont la déclaration elle-même se présente au moment où leurs auteurs, le 10 décembre 1948, sont si heureux de la célébrer. Mais elle le fait elle-même, puisque c'est la déclaration qui parle, avec un brin de cynisme aussi, en disant ce n'est pas qu'un catalogue de bonnes intentions, ça ne va pas être si simple, les amis, maintenant que je suis déclaré, il va falloir m'appliquer. Oui. Alors c'est vrai que c'est elle qui parle, hein, la Déclaration universelle des droits de l'homme dans la bande dessinée. Alors vous, Thierry Bouard, vous êtes débarqué dans cette aventure. Qu'est-ce que vous connaissiez de la Déclaration universelle des droits de l'homme? On imagine qu'on apprend beaucoup, hein, dans la BD. Je savais qu'on avait les droits, en tout cas que c'était une note d'intention qui était une base pour des lois appliquées en Occident et en Orient. Mais je dois avouer que je ne connaissais pas les détails. Je connaissais un petit peu l'histoire de Eleanor Roosevelt. Je connaissais un petit peu l'histoire de René Cassin, mais je ne connaissais absolument pas les autres protagonistes. Oui. Alors vous nous racontez donc la genèse, hein, la naissance de la déclaration. Alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est romancé dans la bande dessinée? Ce qui est vrai, ce sont les personnages. Eleanor Roosevelt, la veuve du président des États-Unis, qui dirigeait le comité. René Cassin, qui est la plume principale, qui a fait les premiers projets. Un grand juriste français qui a fait les premiers projets et qui s'est battu pour que cette déclaration soit universelle et pas simplement internationale. Chang, Monsieur Malik, une série de diplomates. Alors ça, c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est la déclaration, le produit lui-même. Ce qui est vrai, c'est les abstentions et les votes. Ce qui est vrai aussi, c'est les tensions, ça on le sait, par une série d'archives et une série de documents. On sait sur quelle pierre d'achoppement les discussions ont eu lieu. Et donc le reste, en effet, c'est-à-dire les discussions entre membres du comité sur l'un ou l'autre point, là, on l'a romancé, on s'est dit, mais de quoi ont-ils pu parler, comment leurs arguments, connaissant le background des uns et des autres, s'est développé pour aboutir à ce qui est une belle œuvre, mais aussi un compromis diplomatique. Oui. Alors justement, les personnages sont historiques. Alors vous, le dessinateur, comment avez-vous choisi de les représenter? C'était très instinctif. J'ai un rapport très émotionnel à ce que j'observe. Et donc, je me documente évidemment sur les personnages et j'ai un petit peu épluché leur histoire pour essayer de comprendre qui ils étaient, en tout cas pour essayer de deviner, saisir un petit peu. Et donc, comme vous avez pu le constater, je ne suis pas dans un style vraiment réaliste, je ne suis pas dans un style réellement humoristique non plus. C'est un petit peu entre les deux, il y a de l'émotion, il y a de l'impression, il y a du climat. Et voilà, je n'ai pas cherché à en faire des personnages un peu comme on pourrait en voir sur une gravure ou sur... j'avais pas envie de les introniser, j'avais pas envie de les dessiner pour qu'ils soient intronisés, j'avais envie de les dessiner pour les rendre vivants. Oui. Alors François de Smet, alors le texte, vous le dites, il n'aurait pas existé sans l'horreur nazie. Qu'est-ce qui l'a empêché, ce texte-là, selon vous? Avant cela, vous voulez dire? Oui. Non. Si ce texte-là n'avait pas existé... Oui. Oui, qu'est-ce qui a permis d'empêcher depuis? Alors, il n'a pas permis d'empêcher des infractions aux droits de l'homme, évidemment, chacun peut le mesurer. Par contre, depuis lors, bien sûr, on peut toujours enfreindre des droits de l'homme, mais on ne peut plus le faire tout à fait impunément, sans d'abord que ces infractions soient identifiées comme des infractions aux droits de l'homme, et sans qu'on puisse montrer du doigt qui les enfreint. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Les catégories de génocide ou de crimes contre l'humanité n'existent pas avant qu'on les commette. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui au départ est un engagement symbolique, politique, c'est après qu'il va être traduit dans des normes juridiques. Mais malgré que ce soit une déclaration symbolique, les États se sont beaucoup battus. Et depuis lors, on a ce que moi j'appellerais un étalon, un instrument de mesure du juste, qui parfois plie, parfois peut rompre, mais peut permettre, avec une série de progrès, on peut toujours voir le côté à moitié plein ou à moitié vide. Dans le verre à moitié plein,
On a poursuivi des chefs d'État et des responsables importants devant des tribunaux pénaux internationaux, et même si les atteintes aux droits de l'homme restent très nombreuses, globalement, même si ça paraît contre-intuitif, on va vers un monde, j'ose espérer, de moins en moins violent, ou en tout cas, on ne peut pas enfreindre les droits de l'homme si facilement qu'avant que cet instrument de mesure n'existe. Et pourquoi l'horreur nazie est si importante pour ce texte-là, selon vous? Parce que le génocide des Juifs représente un tournant. Ce n'est pas le premier génocide de l'histoire, c'est vrai, mais c'est le premier arrivé à être commis par une nation aussi civilisée, phare de la civilisation européenne, avec des moyens industriels, puisque l'horreur nazie, c'est ça aussi, c'est utiliser des chambres à gaz, c'est l'alliance de l'industrie et du crime de guerre, et ça dans un contexte déjà mondialisé, c'est-à-dire dans un contexte où, ce qui n'était pas le cas dans l'histoire avant, ce que fait un État, ce que font des pays, a une incidence sur le monde entier. Et donc c'est pour ça que les concepts de génocide, de crime contre l'humanité sont apparus, c'est pour ça que très vite après l'abîme, il a fallu très vite, par contre-réaction, écrire une déclaration universelle des droits de l'homme dans ce petit laps de temps avant que les priorités de la guerre froide ne prennent le dessus. Alors on le voit très bien, la manière dont chaque mot a été pesé, le dessin le rend bien aussi. Je vais juste citer l'article 13. Alors il y a le droit de circuler librement, mais on ne parle pas du droit d'être accueilli. Alors là, ça situe vraiment à chaque fois la manière dont chaque mot et chaque phrase est pesée. Oui, mais c'est un exercice d'équilibriste diplomatique. En effet, la Déclaration des droits de l'homme donne le droit aux êtres humains de circuler partout sur la planète, mais tous les États-nations conservent le droit de dire qui entre et qui n'entre pas. Ce n'est qu'après, au fond, avec les conventions de Genève, qu'on va vraiment inventer cette exception absolue à la souveraineté des États qu'est le droit d'asile, tristement d'actualité aujourd'hui. Et là, voilà, il y a eu un grand équilibre pour que tout de même, malgré tout, même si on reconnaît les droits de manière universelle à tous les êtres humains, on n'empiète pas non plus trop sur les prérogatives des États. Il y a eu toute la question de la colonisation dans laquelle la déclaration très prudemment n'entre pas, bien qu'à cette époque-là, on n'imagine pas du tout la vague de décolonisation qui va venir. Donc chaque mot est pesé, fait parfois l'objet d'une guerre idéologique et d'un subtil équilibre entre Est et Ouest, surtout. Oui, effectivement, et c'est ce que montre très bien cette bande dessinée. Donc on le voit, hein, c'est un petit format, donc vous pouvez l'emporter partout en vous baladant pour l'avoir toujours sur vous. Alors, juste une petite précision encore, vous serez donc à la Foire du Livre. C'est le 11 mars à 13 h. Là, on parlera avec des enseignants et des bibliothécaires, hein, c'est ça? Oui, ça va être une discussion ouverte sur la bande dessinée, sur les droits de l'homme, sur la manière d'utiliser cette bande dessinée et une série d'autres de la même collection, la Petite Véléthèque des Savoirs. Et je crois que Thierry fera quelques petits dessins pour, voilà, pour le les rendez-vous est amateurs. pris. Merci d'être venu sur notre plateau. Une chose encore, c'est publié aux éditions Lombard. Alors M, c'est fini pour ce soir et je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir pour la dernière de la semaine.